Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors oui, c'est parti, on sait plus trop, c'est vendredi, le début des JO, c'est aujourd'hui. Eh ben oui, c'est aujourd'hui. Symboliquement, ce sera vendredi avec la cérémonie d'ouverture. Et quelle cérémonie d'ouverture sur la Seine à Paris. Mais ça commence aujourd'hui dans toute la France, puisqu'il y a des matchs de rugby et des matchs de foot. Et on sera en direct là, dans quelques instants, dans ces JO, dans tous leurs états, avec Joseph Ruiz, qu'on vous a préparé. L'actualité des JO, c'est aussi, par exemple, l'actualité la plus chaude, si j'ose dire. Là, c'est les JO de 2030, JO d'hiver. Le CIO a dit oui à la France, aux Alpes françaises, à une condition. Il faudra que l'État français ait quand même sa garantie financière, mais ce sera possible. Vous voyez, ça c'est une des actualités. Et puis, on va se demander comment les athlètes, aujourd'hui, sont transportés depuis le village olympique ou l'endroit où ils vivent. Pas toujours le village olympique, les Américains, par exemple, ils sont dans le Val d'Oise. Comment les athlètes sont transportés par l'organisation des Jeux Olympiques aujourd'hui pour rejoindre les sites? On va se poser cette question. On va se demander aussi si les grèves vont pas impacter la cérémonie et puis même les sites eux-mêmes, puisque les pompiers dans certains endroits, par exemple à Lyon, les pompiers menacent de faire grève. Les danseurs aussi veulent faire grève, ils veulent des primes. Et puis on va revenir au sport, le sport lui-même. Antoine Dupont, bien sûr, on va en parler. Mais d'abord, les transports d'athlètes, Joseph. Eh oui, les transports d'athlètes, parce que ça y est, jour J pour certains athlètes des Jeux Olympiques. Comment Antoine Dupont et les autres joueurs de l'équipe de France de rugby vont-ils par exemple aller du village olympique jusqu'au Stade de France pour jouer leur match à 16h30 contre les États-Unis? Nous allons répondre à cette question avec Laurent Probst. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent Probst. Alors, vous êtes directeur général d'Île-de-France Mobilité. C'est un grand jour pour vous et vous avez cette responsabilité-là d'amener les accrédités depuis le centre de bus jusqu'au site olympique, c'est ça? Alors, presque. En fait, c'est bien Paris 2024, l'organisateur des Jeux, qui organise ces transports olympiques, ces lignes qui emmènent donc les athlètes et tous les accrédités d'ailleurs, depuis tous les sites olympiques vers le village et puis vers le village. Nous, Île-de-France Mobilité, on est l'autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France, donc on s'occupe d'abord du transport des spectateurs, des voyageurs, mais aussi on a, pour Paris 2024, on a mis à disposition à la fois les bus, les conducteurs et le dépôt bus pour accueillir justement héberger tous ces bus et ces conducteurs. C'est pas mal, parce que quand même là, vous avez finalement, vous fournissez la logistique, c'est une sacrée responsabilité. Vous participez au JO en fait. Oui, effectivement, parce que sans les transports des accrédités, il n'y a pas de JO. Et c'est vrai que on a notamment mis en place un dépôt bus qui sera un dépôt bus provisoire pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais qui est le plus grand dépôt bus du monde. On va avoir 900 bus écarts dans ce dépôt bus. Gigantesque. Trois opérateurs de transport, ça fait à peu près plus de 2500 conducteurs de bus. C'est toute une ville qui a été mise en place, qui sera juste pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, et qui fonctionne justement comme une fourmilière pour que les Jeux se passent bien. On parle d'un investissement à plus d'une vingtaine de millions d'euros, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est précisément le dépôt bus en lui-même, c'est 21 millions d'euros, mais ça c'est hors masse salariale, hors disposition des bus. Et ça va rester après pour les transports parisiens et franciliens, ça va rester après du coup? Alors là, sur ce dépôt bus, c'est un dépôt bus provisoire, donc lui il ne restera pas là après les Jeux Paralympiques. Par contre, il y a quand même plein de choses qu'on a développées pour ce centre bus qu'on va pouvoir récupérer. Alors, on a acheté des machines à laver qu'on va pouvoir récupérer sur d'autres sites. C'est déjà ça, effectivement. Alors ce dépôt de bus, son emplacement, il est gardé vraiment secret, donc on va pas le révéler aujourd'hui. Mais les bus, ils vont être lavés, vérifiés, réapprovisionnés en biocarburant et surtout sécurisés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça va se passer tout ça? Alors, comme Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France Mobilité, l'a souhaité, on va avoir les premiers Jeux complètement décarbonés, les premiers Jeux Olympiques et Paralympiques complètement décarbonés. Donc ça veut dire que d'abord, on a beaucoup de transports en commun, ferrés, électriques, et puis on a tous nos bus, y compris les bus accrédités, roulent au biocarburant. Donc on a vraiment des transports complètement décarbonés. Donc on a des grandes cuves de biocarburant où sur place, du coup, directement. Sur place. Voilà, on comprend pourquoi c'est sécurisé.
Voilà, qui sont effectivement du coup qui permettent tous les soirs de recharger les bus en biocarburant. Et on a 4 machines à laver parce qu'effectivement les bus vont passer régulièrement à la machine à laver pour être complètement propres. Et puis surtout pour les athlètes, les bus sont complètement sécurisés. Ça veut dire que quand ils rentrent au dépôt, ils sont vérifiés par les forces de sécurité. On met des scellés et ils sont dans un endroit complètement sécurisé. Et quand ils sortent du dépôt bus, ils vont directement au village olympique, ils ne s'arrêtent pas. C'est vraiment ce que Paris 2024 appelle le clean to clean. On a la sécurité maximum sur ces transports. Oui, merci infiniment Laurent Prost, directeur général d'Île-de-France Mobilité. Ces biocarburants au colza, produits par les agriculteurs et qui évitent ou qui réduisent en tout cas les émissions de CO2. Merci à vous. Alors, on n'est pas dans les transports, mais il se trouve, c'est un hasard, ça fait partie des éléments de la... Eh oui, vous l'entendez là. On est il y a quelques pas d'ailleurs des studios de Sud Radio, la Flamme. On n'a jamais été aussi proche. Oui, Thomas Ranou, vous êtes en direct, un des reporters de Sud Radio. On est à Boulogne-Billancourt, pour tout vous dire, tout près de Paris. Qu'est-ce qui se passe là? Racontez-nous. La Flamme est là. Oui, exactement. Alors là, je me trouve, vous l'avez dit, à Boulogne-Billancourt, sur le passage donc de la Flamme olympique qui est seulement à quelques mètres de moi. Donc elle est partie ce matin de la ville de Sceaux en direction de la Grande Arche de la Défense où une arrivée est prévue en début de soirée. Donc vous vous en doutez, autour de moi, il y a beaucoup de curieux qui sont venus assister à ce passage de la Flamme avec, on le ressent, un certain engouement. Et je peux vous dire qu'il y a 200 personnalités environ qui portent la Flamme ou porteront la Flamme aujourd'hui. On a vu ce matin les anciennes ministres des Sports Chantal Jouanneau et Roxana Maracineanu, l'ancienne footballeuse internationale Laure Boulot, ou encore le champion de taekwondo Pascal Gentil qui lui la portera dans l'après-midi. Alors cette étape, Thierry, c'est l'une des dernières avant l'arrivée finale de la Flamme olympique. Ça monte, on arrive près de la vasque là. Exactement. Donc vous le savez, le passage vendredi marquera le début de la tant attendue cérémonie d'ouverture sur la scène. Donc là, on est vraiment dans la dernière ligne droite avant l'aboutissement de ce parcours entamé donc depuis environ 2 mois et demi à travers toute la France. Et on se demande encore qui va allumer la vasque vendredi. Emmanuel Macron, il est resté quand même très évasif. Il a sous-entendu potentiellement que ça pourrait être Marie-Jo Pérec. Il a à moitié vendu la mèche, mais on attend toujours qui ce sera. Et Thomas Ranou, dites-nous un peu, vous parlez d'un engouement autour de ce passage de la Flamme, mais c'est quoi? C'est une dizaine de personnes? Qu'est-ce qui se dit et qui est autour de ce passage de la Flamme? Non, alors je vous assure, il y a plusieurs centaines de personnes, c'est très grand public, il y a des gens qui sont vêtus de différentes couleurs, mais qui se rapportent aux Jeux Olympiques. Et là, vous l'entendez peut-être, autour de moi, il y a la Flamme qui est vraiment juste à côté de moi. Donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a vraiment... On n'entend pas la Flamme, mais on entend les sifflets des policiers. Bon, et si vous avez un scoop, Thomas Ranou, sur qui va porter la Flamme à la vasque, puisqu'on se pose la question, vous nous rappelez en direct, vous restez avec nous. Et voilà, à ce moment, effectivement, le passage de la Flamme qui passe à côté de nous. C'est génial. Merci à tous. Et c'est les jeux dans tous leurs états. C'est Thomas dans tous leurs états. C'est Thomas Ranou qui était avec nous, c'est pour ça. À tout de suite, Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Avec Joseph Ruiz, l'actualité et les coulisses des Jeux Olympiques, donc les Jeux dans tous leurs états sur Sud Radio, avec peut-être cette menace de grève. On vous a parlé des danseurs, mais là on va vous parler aussi, ça peut paraître bizarre, des sapeurs-pompiers. Et oui, les sapeurs-pompiers, au moins en province, pas à Paris, mais les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de Lyon, par exemple, sont en grève depuis mercredi pour protester, Joseph, contre une prime JO jugée trop faible, alors qu'il y en a une qui est versée à Paris, la BSPP. Exactement, le syndicat sud des sapeurs-pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon a déposé un préavis de grève pour l'ensemble des Jeux Olympiques. On le rappelle que la ville accueillera notamment les épreuves de football dès aujourd'hui. On est avec Rémi Chabou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du syndicat sud des sapeurs-pompiers du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Alors expliquez-nous pourquoi ce préavis de grève et pourquoi maintenant si proche des Jeux Olympiques? Écoutez, justement, ce qui est intéressant en préambule, c'est de noter que ces Jeux Olympiques ont été attribués à la France en juin 2017 à Lima, au Pérou. Ça fait 7 ans. Donc c'est un événement planétaire organisé par l'État français.
Et pourquoi aussi près de l'événement? Parce qu'on nous accuse de prendre en otage, de jouer un peu la course à l'échalote. Non, absolument pas. C'est que les décrets français précisant les mesures d'accompagnement concernant les pompiers qui sont mobilisés sur ces Jeux Olympiques, accrochez-vous bien, datent juste du 8 juillet 2024. Soit 16 jours avant le début des Jeux Olympiques. Donc, nous dire qu'on prend en otage et que on essaie de saisir la balle au vol liée à l'organisation des Jeux Olympiques au dernier moment, non, c'est un mensonge. Vous n'êtes pas d'accord. Alors, il y a une prime en gros de 200 € que vous aviez négociée. Vous voulez plus combien? Parce que les pompiers de Paris, ils vont pouvoir bénéficier d'une prime de 1600 €. Vous n'êtes pas d'accord en gros avec cette différence de traitement, c'est ça? Mais exactement, en fait, c'est pas simplement qu'une prime, je parlais de mesures d'accompagnement parce qu'au final, c'est bien quand même une semaine de congé qui a été supprimée à environ 1070 sapeurs-pompiers professionnels du Rhône. Donc, une semaine de congé sur les 3 semaines que nous avions cet été. Donc, on n'a que 15 jours. Et mettre en parallèle une semaine de congé au détriment de nos familles, nos enfants, et nous attribuer 200 € qu'on a réussi à obtenir. C'était juste vendredi dernier, c'était vendredi 19 qu'on a obtenu cette prime de 200 €. Auparavant, il y avait 0. Donc, il n'y a pas que les collègues de la BSPP, eux, effectivement, prennent une prime de 600 €. Exactement, les pompiers de Marseille également, qui sont des militaires. Nous sommes des pompiers professionnels. Et je rajouterai également les policiers, gendarmes, les soignants de la PHP, les agents de la RATP, les agents de la propreté. En fait, tout le monde aujourd'hui a des mesures d'accompagnement. J'évite d'utiliser le terme prime, mais des mesures d'accompagnement liées aux Jeux Olympiques, sauf les sapeurs-pompiers. C'est surréaliste ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais Rémi Chabou, est-ce que c'est bien sérieux, alors même que vous l'avez négocié, cette prime, finalement, de remonter au créneau avec un préavis, alors même qu'aujourd'hui, Nantes, Villeneuve d'Ascq, Lyon, où il va se dérouler des matchs, c'est aujourd'hui que ça commence, et là vous dites, le préavis de grève. Franchement, est-ce que c'est pas une prise en otage malgré tout? Alors une prise en otage, je peux l'entendre. Si à la limite nous venions au charbon en réclamant une prime sans raison, mais là on nous a quand même depuis le mois d'octobre dernier supprimé une semaine de congé. Donc en plus vient se rajouter au millefeuille des griefs que nous avons contre nos autorités. Nous avons des interventions qui viennent encore se cumuler. Nous avons une campagne feu de forêt cette année qui effectivement est tardive. Il faut reconnaître que cette année c'est pas 2022. Mais à Lyon ça brûle pas beaucoup à l'intérieur en feu de forêt. Oui, mais malheureusement, on est un des plus grands services qui envoie des renforts dans l'ensemble du territoire national, dans le sud, et également l'année dernière en Bretagne. Il faut bien le spécifier. Alors non, absolument pas. Moi, j'ai vraiment bonne conscience. Et en fait, c'est exactement, si vous me permettez le parallèle, c'est exactement la même chose qui s'est passée en 2021 avec les sapeurs-pompiers qui avaient été suspendus et soignants liés à la vaccination. En fait, nous sommes exactement sur les mêmes théâtres d'opération que les gendarmes et policiers, et les sapeurs-pompiers avaient eu une obligation vaccinale, alors que les policiers non. Mais pourquoi? C'est parce que nous avons besoin justement des policiers pour maintenir l'ordre. On a besoin beaucoup plus des policiers que des sapeurs-pompiers sur le terrain. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous demandez là, de manière très concrète? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez réellement faire grève, c'est-à-dire peut-être empêcher certaines épreuves de se tenir parce qu'il n'y aura pas de service de pompiers? Alors, c'est intéressant, vous avez tout à l'heure touché du doigt les sapeurs-pompiers de Villeneuve d'Ascq et Nantes, je vous rappelle qu'ils sont en grève également. Juste, oui, exactement. C'est nécessaire de voilà, et on va le préciser quand même. Et ne serait-ce que justement parce que les sapeurs-pompiers de Nantes ont déposé un préavis de grève vendredi dernier, figurez-vous qu'aujourd'hui, ils viennent d'avoir une négociation qui vient de leur permettre de l'attribution d'une prime, et ça a été décidé aujourd'hui. Donc, on attend les modalités. Mais quelle prime? Vous demandez la même? On demande la même prime que les sapeurs-pompiers de Paris, les sapeurs-pompiers de Marseille, que les forces de l'ordre, policiers, gendarmes. Donc c'est à hauteur de 1600 €, ou alors proratisé évidemment en fonction de l'engagement des sapeurs-pompiers sur le terrain. Ouais. Donc si c'est 1600 € et elle est soumise à un décret. Sauf qu'aujourd'hui on se heurte. Permettez-moi, je rentre juste un peu dans le technique. C'est que contrairement aux forces de l'ordre, c'est que nous on dépend de la fonction publique territoriale et donc forcément nous sommes financés à hauteur de 50% par l'État et 50% par les collectivités locales, les départements essentiellement. Les départements. Exactement, puisque c'est un événement. C'est un événement national. Les départements, ils ont plus le budget. Et est-ce que vous allez bloquer les épreuves du coup? Parce que c'est ça la question. Parce que si vous n'êtes pas dans les stades, elles pourront pas se tenir les épreuves. Donc répondez-nous concrètement. Est-ce que vous allez bloquer les épreuves aujourd'hui? Les quelques sapeurs-pompiers en grève, parce que vous n'êtes pas forcément majoritaire.
Alors malheureusement, si syndicat Sud est majoritaire à Lyon, est majoritaire à Nantes, est majoritaire à Montpellier, donc c'est important de le noter, on n'a pas l'habitude d'entendre le syndicat Sud majoritaire chez les pompiers, et pourtant c'est une réalité. Et donc alors nous avons déposé les préavis de grève, et oui, aujourd'hui, je peux vous donner par exemple les chiffres sur l'agglomération lyonnaise, je les ai sous les yeux, vous allez bloquer les épreuves ou pas? Alors les sapeurs-pompiers, en tout cas, sont réquisitionnés et malheureusement, les sapeurs-pompiers vont devoir faire leur travail. Donc non, les épreuves ne seront pas touchées. En revanche, sur l'organisation des secours, il y aura un impact, c'est une évidence. Merci en tout cas Rémi Chabot d'avoir été représentant sud des sapeurs-pompiers pour la métropole. Majoritaire, je vous prie de bien préciser quand même. On l'a noté. Joseph Ruiz. On continue justement à parler de ces grèves, de ces revendications qui impactent directement les Jeux Olympiques de près ou de loin. On est avec désormais une autre branche. On va parler avec Lucie Saurin qui est à l'antenne de Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Et on va se poser la question, est-ce que les danseurs seront en grève pour la cérémonie d'ouverture? Vous êtes délégué du syndicat français des artistes-interprètes, affilié à la Fédération du spectacle CGT. On le rappelle, un lundi, en guise de protestation, des danseurs qui répétaient, c'est d'ailleurs vous, vous êtes resté le poing levé sans bouger pendant une durée de 8 minutes pendant ces répétitions. Il y a des négociations qui sont en cours. Est-ce que ça bloque toujours? Et pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui bloque concrètement? Alors les négociations se sont continuées jusque tard hier. Ce matin, on est en cours d'analyse en fait de la proposition qui a été faite à la suite de ces négociations. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que vous vous êtes tout d'un coup levé avec ce point et vous n'avez pas voulu participer au filage? C'est quoi le sujet pour lequel vous menacez finalement la cérémonie d'ouverture? En fait, il y avait plusieurs sujets. On avait alerté dès le mois de juin à la réception des contrats de la plupart des artistes qu'il y avait des clauses qui n'allaient pas et notamment il y avait un problème avec ce qu'on appelle les droits voisins ou droits à l'image pour que ce soit plus clair, c'est-à-dire ce que les artistes touchent pour qu'on diffuse leur image. Il faut une cession de leurs droits qui n'apparaissait pas dans les contrats. Et puis on avait aussi un problème sur les artistes qui viennent de loin, embauchés par Paname 24 et qui ne touchaient pas de défraiement, rien du tout, c'est-à-dire ni billets de train remboursés, ni logement pris en charge, rien. Vous vous doutez que venir travailler à Paris à quelques jours des Jeux Olympiques, ça coûte très très cher. Donc c'était une vraie problématique économique et sociale, puisqu'on a des artistes extrêmement précaires. Ceux qui sont embauchés par Paname 24 sont tous et toutes intermittents du spectacle. Et ils se sont retrouvés dans une situation assez grave, puisque certains avaient des frais très élevés et un risque de payer de leur poche pour travailler au JO. Ok, alors il y a une proposition qui vous avait été faite de revalorisation de la rémunération des droits de diffusion dont vous parlez. Elle passait de 60 à 180 €. Vous n'étiez pas d'accord, vous trouviez ça trop bas. Est-ce que cette proposition a été revue à la hausse? Toute information sur les éléments de la négociation est pour le moment sous embargo. Ok, on comprend. Donc ça c'est pas une info. On devrait le savoir dans quelques minutes. Mais du coup, le préavis de grève des danseurs, on le saura quand est-ce qu'on va savoir si la cérémonie en gros est en danger? Alors, à l'heure actuelle, les danseurs sont en train de se concerter encore une fois. Donc, on a prévu de lever l'embargo des informations autour de 13h30. Vous vous laissez encore une demi-heure pour discuter de ces sujets-là? Et construire une communication commune avec les danseurs concernés, oui. Merci okay. Lucie Saurin, déléguée du syndicat français des artistes-interprètes affilié à la Fédération du spectacle CGT. On continue tout de suite avec les JO dans tous leurs états et avec Quentin Gérard. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et ça bouge l'actualité des Jeux, leurs coulisses, bien sûr. On vous a parlé des menaces de grève, pompiers, danseurs, il y a quelques instants avec Joseph. Et puis on vous a évoqué les JO d'hiver. On va parler dans un instant. Mais l'actualité des Jeux aujourd'hui, c'est 3 informations au moins. Des interpellations avant les Jeux Olympiques avec des menaces terroristes d'action contre les JO. Et puis J-2 avant la cérémonie d'ouverture. Les premiers matchs, c'est tout à l'heure. La radio du rugby sera en direct du Stade de France.
France oui, pour commenter ce premier match des Bleus du rugby à 7 à partir de 16h30. Mais il y a encore autre chose avant, Quentin Gérard. On l'a appris tout à l'heure, les JO d'hiver 2030 sont attribués sous condition aux Alpes françaises. Oui, Emmanuel Macron était présent pour appuyer la candidature tricolore et a pris la parole une fois la décision rendue. Je voulais, au nom de toute la délégation française et de cette candidature pour les Alpes françaises, vous remercier infiniment pour votre confiance. Je veux saluer le très grand professionnalisme des équipes, monsieur le directeur général, leur exigence et ce qui a été fait pour nous aider à améliorer cette candidature. Je sais aussi votre vigilance et nous continuerons d'améliorer les choses dans les semaines, les mois et jusqu'en 2030. Et le Comité international olympique prévient la France, cette attribution est sous condition d'une garantie de financement qui devrait être signée avant le 1er octobre. Et retour aux Jeux Olympiques 2024, Quentin. On a eu la confirmation. Oui. Un citoyen russe a été arrêté alors qu'il prévoyait des actions pendant l'événement. Oui, c'est une information validée ce matin par Gérald Darmanin sur BFM TV. La police a interpellé en effet, avec le travail que fait la DGSI, nos services de renseignement, un individu citoyen russe dont nous pensons très fortement qu'il allait organiser des opérations de déstabilisation, d'ingérence, d'espionnage. Et ce n'est pas le seul. Le ministre de l'Intérieur a ensuite indiqué que d'autres individus de nationalité russe ont été interpellés à la préfecture de police ces derniers jours. Les services de sécurité sont aussi très vigilants concernant ce qu'il se passe sur Internet, avec plusieurs fausses vidéos publiées qui sont manipulées depuis des pays étrangers. Et une personnalité radicalisée qui a été arrêtée aussi en Gironde. Exactement. Et Quentin, à 2 jours de la cérémonie d'ouverture, ça y est, on se rapproche et on commence à avoir quelques indices supplémentaires sur les stars qui vont chanter. Dites-nous tout. Oui, on parle de Céline Dion depuis quelques jours même. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Elle va chanter, elle Amélie Oudéa-Castéra, peut-être pas. Peut-être que le ciel nous en préserve. Pourquoi pas. Mais Amélie Oudéa-Castéra a à son tour répondu à la question. Sourire aux lèvres ce matin sur TF1. Écoutez, bon, vous avez vu qu'elle était à Paris. Elle est à Paris, il y a des indices quand même. Ça n'est pas un hasard. Maintenant, il y a une multitude de rôles possibles dans une cérémonie d'ouverture. Je n'irai pas plus loin dans les commentaires. Elle ne va pas forcément chanter. Attendez, c'est ce que vous nous dites. L'effet de surprise, il est capital. Bon, la ministre tente à tout prix de garder un semblant de suspense, alors que de son côté, Lady Gaga est aussi à Paris et pourrait être présente vendredi soir. Ouais, ce serait incroyable que Céline Dion puisse chanter déjà quand on connaît son état médical. Ce serait absolument dément. Et Quentin, les Jeux Olympiques, ça y est, ça a commencé aujourd'hui avec notamment le foot masculin. Oui, un match des Bleus à 21h contre les États-Unis au stade Vélodrome, mais une équipe qui a été compliquée à bâtir pour Thierry Henry, le sélectionneur. C'était l'objet du coup de gueule de son ami Tony Parker hier soir sur France 2. C'est vrai que c'est pas facile de construire une équipe. Enfin, c'est pas l'équipe qui voulait, quoi. Je crois qu'il y a 30 ou 35 joueurs qui ont refusé de venir et participer à ces JO. Ou leur club ne les a pas libérés. Ouais, mais bon, si tu veux vraiment faire les JO, pour moi, si tu veux vraiment faire les JO, tu peux aller parler à ton club et dire je veux faire les JO. Et l'objectif pour les Bleus est quand même de faire mieux qu'à Tokyo en 2021 où ils n'étaient pas sortis de la phase de poule. Après les États-Unis ce soir, ils affronteront la Guinée samedi, puis la Nouvelle-Zélande mardi. Et cet après-midi, c'est aussi Antoine Dupont et le rugby à 7 qui entrent en lice avec un premier match pour eux aussi contre les États-Unis, mais à 16h30 avant une pause et de retrouver l'Uruguay à 20h. Et comme leurs collègues du 15 de France, on espère entendre résonner cette musique samedi avec un titre en poche. La fameuse musique de rugby. Alors ce serait quand même un comble, Quentin Gérard, que l'ancienne équipe championne du monde de football soit même pas en sortie de poule. On comprend, tout le monde l'a entendu il y a quelques instants, la colère de Tony Parker qui soutient en effet Thierry Henry, qui aurait préféré que tous les grands pros du foot, les bons, les Français, viennent jouer dans l'équipe des Bleus. On va aller, puisqu'on est la radio du rugby, on va aller en direct au Stade de France, tout simplement, Joseph. Exactement, et on va y retrouver Clément Arion, notre journaliste Sud Radio, qui est sur place. Alors dites-nous tout, Clément, comment ça se passe ? Bonjour Thierry, bonjour Joseph, bonjour Quentin. L'ambiance commence à monter. Une grande majorité de supporters français aux abords du Stade de France. Bon, la bière est un petit peu chère, mais voilà, il y a de la musique, c'est bon enfant. On a vu quelques supporters argentins également présents il y a quelques instants. Bon, Antoine Dupont, donc, et le rugby à 7, c'est à 16h30. Exactement, 16h30 et puis deuxième match à 20h. Ça va être, on va suivre ça. Alors dites-nous, racontez-nous un peu comment ça se passe autour de vous, Clément. Est-ce que les supporters commencent à arriver? Comment ça se met en place?
Eh bien écoutez, tout le monde est assis en terrasse, l'ambiance commence à monter comme je vous l'ai dit. Et puis je suis avec Louis, supporter des Bleus, 11 ans, il est venu de Bordeaux pour l'occasion. Alors Louis, qu'est-ce que ça te fait d'être ici aux abords du Stade de France pour voir les Bleus? C'est extraordinaire d'y être à cet événement, les Jeux Olympiques. On ne peut pas les voir deux fois dans une vie, alors je suis très content d'y être. Et alors, tu m'as parlé d'Antoine Dupont il y a quelques minutes. Tu seras tout près du terrain, toi. Qu'est-ce que ça te fait de le voir jouer ici au rugby à 7? C'est un joueur extraordinaire. Cette année, il est allé jouer au JO à 7. C'est très très bien. Et j'espère qu'il va donner de la force à l'équipe de France. Merci beaucoup Louis. Et Clément voilà, Arion, vous le voyez, hein. Louis Clément, motivé et prêt à voir Dupont. C'est le même atmosphère, vous qui suivez ça de près, c'est la même atmosphère que dans des matchs de rugby habituels qui se préparent, qui est en train de monter, ou est-ce qu'il y a une petite note spécifique Jeux Olympiques? Le rugby à 7, c'est pas le rugby à 15. Alors c'est très différent et on en a parlé justement avec quelques supporters avant. Il y a une ambiance différente parce que les matchs vont s'enchaîner, hein. Il y a une douzaine de matchs jusqu'à ce soir et on est un peu plus dans une ambiance un petit peu à l'américaine où il va y avoir de la musique entre les matchs, une ambiance vraiment très festive par rapport à un match de rugby classique. Voilà. Merci Clément Arion, vous étiez en direct pour ce premier match des Bleus de rugby à 7 tout à l'heure. Je voudrais signaler et rendre hommage à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, ce journal qui est fort bien fait sur les JO. Il y a l'équipe aussi qui fait de très beaux cahiers en ce moment de préparation, mais vous trouverez tout dans le Parisien aujourd'hui en France, aujourd'hui avec un cahier spécial sur nos médailles. Il y a même un cahier où il y a les photos de tous les athlètes de la délégation France, vous le verrez. Et puis il y a les programmes des matchs de football et des matchs de rugby qui se déroulent sur tout le territoire national. Donc ça intéresse tout le monde, pas uniquement à Paris, ici. Joseph Ruiz. Et on va en parler, on va continuer à parler de rugby et notamment de rugby à 7 parce qu'on va accueillir à l'antenne de Sud Radio le vice-président de la Fédération française de rugby, Jean-Marc Lermet. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, c'est un moment très important qui arrive pour vous et toute la communauté du rugby. L'équipe de France de rugby à 7 qui a été victorieuse d'ailleurs du World Series 7 en juin dernier fait partie des favoris. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on peut être en position d'attendre l'or olympique pour les coéquipiers d'Antoine Dupont? Oui, alors enfin, on y est. Hein. Ces Jeux Olympiques là qu'on attendait tous depuis un petit moment et par rapport aux objectifs, effectivement, la qualité de cette équipe et les résultats de cette saison laissent espérer quand même des très très bons résultats. Et évidemment, la plus belle des médailles, hein, c'est ce que les joueurs ambitionnent, c'est ce que le staff ambitionne et c'est ce que la fédération derrière ambitionne aussi. Donc pour les garçons et même pour les filles, hein, puisque les filles sont aussi dans une dynamique plutôt favorable. On est en attente d'un très très bon résultat autour de ces JO. Vous avez commencé votre réponse par un enfin, elles sont là. On sent une forme quand même de soulagement, de pouvoir pour vous aussi parler de rugby autrement que par les affaires extrasportives qui ont eu lieu dernièrement autour du rugby à 15. Voilà, c'est un vrai soulagement de pouvoir présenter une autre image de rugby. Le 7 est une activité, c'est vrai, un peu à part dans le grand univers du rugby français et qui a eu du mal jusqu'à présent à s'épanouir à l'ombre de son grand frère, le 15. Mais ouais, aujourd'hui, il mérite en tout cas qu'on parle de lui. Il y a les résultats, il y a quelques joueurs emblématiques qui l'ont rejoint et qui permettent justement que les projecteurs se tournent un peu plus vers cette activité. En tout cas, c'est un jeu aujourd'hui qui est en plein boom et qui apporte une forme de fraîcheur à l'activité rugby qui c'est vrai, fait du bien. Bon, mais Jean-Marc Lermet, vice-président de la Fédération française de rugby, faisons un peu de pédagogie. Ça se joue plus vite, comment ce rugby à 7 et pourquoi plusieurs matchs de la même équipe dans la même journée? C'est incroyable, c'est des matchs de combien de temps? Racontez-nous tout ça. Il y a une très bonne explication, un très beau papier, je le disais à l'instant, dans le Parisien aujourd'hui en France, qui permet à ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne de comprendre. Mais dites-nous, vous, là, comment ça marche? Comment ça marche? Donc le rugby à 7 se joue comme le 15 sur un grand terrain, mais avec forcément beaucoup moins de joueurs, 7 joueurs, et donc c'est un jeu qui est complètement différent dans la façon dont il se propose, avec beaucoup plus d'espace. C'est un jeu qui est très très exigeant physiquement, très très exigeant mentalement. Il se joue sur des formats de maximum 10 minutes. Demi-temps de 5 minutes, donc ça va très vite. Il faut avoir du cardio. Il faut avoir du cardio, mais il faut avoir aussi beaucoup de mental, parce que c'est sur des formats très courts comme ça, il faut pas se manquer. Quand on a une possession,
de balles, et ben il faut essayer de la convertir. Donc c'est un jeu qui est plus sur un format à l'américaine entre guillemets. Ouais, c'est très rythmé quoi. Voilà, très rythmé, avec des enchaînements de matchs les uns derrière les autres, une ambiance festive, de la musique. Ouais, ça se déguise dans les tribunes tout le temps sur le rugby à 7, beaucoup plus qu'à 15. C'est vraiment un état d'esprit. Oui, c'est un état d'esprit à part. Et d'ailleurs, c'est vraiment très intéressant pour le rugby de façon générale, puisqu'il est complémentaire au 15. Il peut toucher un public différent. Il peut toucher des partenaires différents. Voilà, on s'adresse à des populations, une population qui peut être particulière, et donc pour le rugby c'est plutôt très bien. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est une activité qui se développe beaucoup, qui intéresse beaucoup aussi les jeunes dans les clubs. Il y a de plus en plus de clubs qui créent des sections à 7, et c'est un moyen aussi d'entrer dans le rugby, entre guillemets, dans le rugby à 15, puisque le 7 est une activité très très formatrice pour le 15. Alors par contre, il y a un truc, faut que vous nous expliquiez, Jean-Marc Lermé, vice-président de la Fédération française de rugby. Antoine Dupont, c'est un joueur du Stade Toulousain à 15. Et comment expliquer au grand public du coup qu'il se retrouve dans l'équipe de France olympique à 7? Il y a des ponts entre les deux, entre ces deux. Vous avez réussi à faire ce que Thierry Henry a pas fait avec Mbappé, et Mbappé il a pas réussi à l'avoir pour l'équipe de France, et vous l'avez eu pour le grand Dupont, si j'ose dire, pour le rugby à 7. Oui, alors effectivement, il y a des passerelles évidentes entre le 15 et le 7, et les joueurs comme les joueuses peuvent aller d'une activité à l'autre assez facilement. Alors ça demande quand même un peu d'entraînement, un entraînement un peu spécifique, parce que l'activité est pas exactement la même, mais en tout cas c'est possible, et l'exemple d'Antoine en est le meilleur exemple. Donc dans la perspective des Jeux Olympiques, c'est vrai qu'il y a eu et il faut le saluer, une cause commune entre la Fédération française de rugby, la Ligue nationale de rugby, les clubs professionnels, pour essayer de présenter la meilleure équipe possible masculine pour ces Jeux Olympiques. Et donc il y a des joueurs à 15 comme Antoine Dupont qui viennent régulièrement alimenter cette équipe à 7 de façon à ce qu'elle puisse bénéficier des meilleures compétences entre guillemets pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Donc le cas d'Antoine effectivement illustre bien cette collaboration, et ça fait maintenant 1 an qu'on a travaillé cet arrangement. Disons-le, c'est une belle affiche. Il permet de parler de rugby à 7. Alors, on a une dernière question avec Joseph Ruiz, Jean-Marc Lermé. On se demande quand les femmes vont-elles jouer. Pareil, elles sont à 7. C'est les mêmes règles. Ça se passe comment? C'est exactement la même chose. Les filles, c'est les mêmes règles, c'est le même terrain, c'est les mêmes temps de jeu. Donc c'est exactement la même chose. Et les filles attaquent la compétition le 28 juillet. Et enchaîne le 29 et le 30. Voilà, donc c'est aussi un superbe spectacle que le rugby à 7 féminin. Et on peut le dire, elles ont à peu près les mêmes ambitions que leurs compagnons masculins. La médaille d'or. Oui, elles ont exactement la même ambition. Très clairement, elles visent l'or. Elles avaient fait l'argent aux derniers Jeux Olympiques. Elles ont fait cette année donc vice-championne du monde au tournoi final de Madrid. Alors c'est vrai que elles ont à vaincre une équipe qui fait office d'ogre un petit peu sur le circuit mondial, qui est cette équipe d'Australie, qui est assez redoutable, mais avec on n'est jamais passé très loin avec les filles. On a toujours été sur le podium. En finale, il y a ce petit truc en plus qui manque. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'on peut vraiment espérer l'or? Ça se passe à Paris, ça se passe en France. Oui, on peut vraiment espérer l'or, parce que ce groupe de filles est très expérimenté. Elles bossent énormément depuis des mois pour ces Jeux Olympiques. Elles ont ça en tête, l'or, et elles sont programmées pour ça. Donc moi, je suis très optimiste sur le fait qu'elles puissent ramener la plus belle médaille. Et on va être derrière elles. Et on est avec vous en direct cet après-midi à 16h30 pour commenter en direct sur la radio du rugby, Sud Radio évidemment, ces matchs de rugby à 7, et les filles aussi ce week-end. Merci infiniment à vous, Jean-Marc Lermé, d'avoir été en direct sur Sud Radio. Les JO dans tous leurs états, les coulisses, l'actualité des Jeux, c'est tout de suite, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons à Thierry Guerrier, Joseph Ruiz.
Les coulisses étonnantes des Jeux Olympiques, au village olympique par exemple, eh bien c'est la présence d'aumôniers religieux, donc d'aumôniers, de clercs auprès des athlètes, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs, pourquoi pas. Eh bien, est-ce qu'il y a des rabbins, des imams, mais il y a des aumôniers chrétiens. On va le voir. Joseph Ruiz avec le père Francis Husson. Ouais, il est aumônier protestant au centre multiconfessionnel. Du coup, il sera sur le village olympique et il est avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour Francis Husson. Bonjour. Alors déjà, effectivement, tout le monde ne sait pas que il peut y avoir la religion sur le village olympique. On va un peu essayer d'expliquer pourquoi et comment. Dites-nous tout. Est-ce que c'est uniquement sur Paris 2024 ou est-ce que ça a toujours été le cas ? Alors c'est donc une décision du CIO qui, dans son cahier des charges pour chaque comité organisateur, impose la mise en place d'une aumônerie, parce que les athlètes sont là plusieurs semaines et il faut leur permettre d'exercer leur culte. Mais depuis quand ça existe, Monsieur Husson ? Malheureusement, je ne peux pas vous dire la date. Mais ça date d'il y a très longtemps, c'est ça ? Ça date d'il y a très longtemps. Ah oui, le CIO a mis ça en place il y a très très longtemps. Alors dites-nous, comment est-ce que ça va s'organiser ? Il y a un centre multiconfessionnel sur le village olympique, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc à l'intérieur du village, il y a une structure en préfabriqué qui va abriter les différentes religions. Donc comme vous l'avez mentionné, les religions chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, la religion juive, la religion musulmane. Et il y aura aussi des aumôniers pour l'hindouisme et le bouddhisme. Et alors, vous allez avoir une salle chacun ? Comment ça s'organise ? Alors, les trois confessions chrétiennes, on est ensemble dans une même salle. Et la même chapelle, finalement. La même chapelle pour les orthodoxes, les protestants et les catholiques. Voilà, tout à fait. On s'entend très bien, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, on l'espère. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que c'est les athlètes qui viennent directement à vous ? Est-ce qu'ils prennent rendez-vous ? Dites-nous. Alors, nous sommes des aumôniers, donc nous sommes au service des athlètes et de leur encadrement, il faut quand même le préciser. Et ce sont ces personnes qui prennent l'initiative de venir nous voir. Il n'y a pas de prise de rendez-vous particulière, ils viennent quand ils le souhaitent. Le centre est ouvert de 7h du matin à 23h le soir. Voilà. Et alors, les athlètes, est-ce qu'ils sont particulièrement croyants ? Vous avez déjà participé à des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Séoul, ceux d'Albertville. Est-ce que vous trouvez que les athlètes sont particulièrement croyants ou plus que la moyenne nationale, on va dire ? Un peu difficile à dire, mais c'est vrai que beaucoup d'athlètes, et notamment dans les pays anglo-saxons, sont particulièrement croyants, notamment je parle là pour le protestantisme, et donc un bon nombre viennent régulièrement au centre multiconfessionnel à chaque Olympiade. Et alors vous qui êtes aumônier protestant, on parle de milliers de personnes là. Et vous qui êtes aumônier protestant, on dit d'ailleurs Père Husson, Monsieur Husson. Pas du tout, on dit. Francis. On n'utilise pas ce genre de titre dans le protestantisme. C'est Francis. Voilà, c'est par votre prénom. Il s'appelle. Bon, des fois on utilise le terme révérend dans les pays anglo-saxons, mais. Bon, mais alors Francis, Monsieur le pasteur ou simplement le nom. Ouais. Bon, alors vous parlez l'anglais parce que vous avez des athlètes de la Team USA très croyants ou très religieux qui viennent vous voir. Voilà. Alors, oui, moi, donc parmi les aumôniers protestants, il y en a plusieurs qui parlent plusieurs langues. Moi, je parle couramment anglais. Voilà, mais d'autres parlent espagnol, allemand, d'autres langues. Et alors, vous faites des rencontres quand même incroyables parce que faut absolument que vous nous racontiez ça, Francis Husson. Vous avez déjà rencontré Carl Lewis. Dans quelles conditions ? Waouh. Alors ça, c'était les Jeux de Séoul en 88. Carl Lewis était la grande vedette de ces Olympiades. Et le grand mystère, c'était où est Carl Lewis ? Il n'habitait pas dans le village olympique. Parce qu'il était très discret. C'est vrai qu'il cherchait à échapper quand même à la pression médiatique qui était énorme.
Et je l'ai rencontré tout à fait fortuitement en me rendant dans la maison d'un couple missionnaire en ville, à Séoul. On rendait la visite à ces missionnaires et en arrivant, on croise 3 personnes qui sortent de la maison. Donc on les salue poliment et quand je serre la main d'un d'entre eux, je relève la tête et je me dis mais je connais ce visage. Et c'était Carlini qui logeait dans cette maison tout à fait à l'écart de la foule médiatique. Alors, je sais pas s'il a eu droit à votre bénédiction, mais que viennent vous demander, à part peut-être prier ensemble, les athlètes? Est-ce que viennent, je dirais, chez les catholiques on dit se confesser, mais est-ce qu'ils viennent vous livrer des secrets? Je vous demande pas de nous en livrer, bien entendu, mais personnels, oui, ou des moments d'émotion, de difficulté, soit liés au sport, soit à leur environnement? Bah, bien sûr. Enfin, les athlètes sont soumis au moment des Jeux à de grosses pressions. Ouais. Hein, c'est quand même, ils jouent pour beaucoup d'entre eux toute leur carrière sportive en quelques jours. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins et notre rôle, c'est de les écouter, c'est de prier avec eux lorsqu'ils en font la demande. Alors, ça dépend des cultes. Hein. Bon, je sais que pour les catholiques, il y a la grande importance de la messe. Pour les musulmans, bien sûr, les 5 prières quotidiennes. Donc, chaque culte s'organise un peu. Il y a des messes célébrées sur place? Alors, je ne pense pas qu'il y aura des messes dans le centre multiconfessionnel, mais dans les églises catholiques alentours. Oui. Et il y a la cathédrale de Saint-Denis qui est pas très loin du village olympique. Voilà. Vous avez eu des souvenirs marquants d'athlètes qui, à un moment donné, par exemple, on sait que le CIO est très présent sur les questions d'abus sexuels, qui sont venus vous dire là j'ai eu un problème ou sans trahir de secret, bien sûr? Alors, j'ai eu un cas personnellement dans une des Olympiades d'une jeune femme qui venait de finir sa carrière sportive et qui est venue me livrer son fardeau. Puisqu'elle avait été abusée sexuellement par son entraîneur quand elle était adolescente. Ouais, c'était au jeu, c'était à quel jeu? C'était il y a longtemps? Oui, il y a longtemps. Et je dois souligner une chose que je trouve, une initiative que je trouve excellente de la part du CIO, c'est de mettre en place à l'intérieur du village une structure à laquelle les athlètes peuvent se référer s'ils ont été victimes d'abus, que ce soit sexuel ou psychique, ou s'ils sont en grande souffrance psychologique, il y aura une structure spécialisée pour les accueillir de la part de CIO, et je trouve que c'est très très bien. Ah, effectivement, on parle d'une safe room et c'est intéressant de noter ça. Francis Husson, un aumônier protestant au centre multiconfessionnel dans le village olympique, c'est que on imagine ces confessionnals, ces discussions religieuses comme un carcan, comme le secret le plus total. Mais le CIO est aussi venu en discussion avec vous pour que, en accord avec les athlètes, ce que vous nous expliquez, si par hasard il vous amène, il vous témoigne quelque chose de très fort et de vraiment problématique, que vous puissiez proposer aussi à l'athlète d'aller vers cette safe room, c'est ça? Tout à fait, voilà. Nous en ferons la proposition. Le CIO nous a demandé d'être partenaire dans tout cela. Bien sûr, c'est à l'athlète que revient la décision finale, hein, d'aller ou pas se présenter auprès des délégués du CIO. Mais notre rôle, c'est évidemment de les encourager fortement à le faire. Et vous avez fondé, Francis Husson, une association qui s'appelle Sport Effort 1976. Vous avez déjà, on le rappelle, été présent sur les Jeux de Séoul et vous avez été présent aussi sur les Jeux d'Albertville. Finalement, comment est-ce que votre association a été choisie par le CIO pour terminer sur le village olympique, même quand c'était à Séoul en 88? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été détecté, j'ai envie de dire? Alors bon, Séoul, ça remonte à loin. En fait, à l'époque, c'était une association de sportifs chrétiens internationale qui avait organisé l'aumônerie protestante de Séoul. On était un bon nombre de missionnaires protestants. Et donc, moi, j'ai créé, donc c'était pas en 76, c'était au milieu des années 80, une association Sport et Foi, pour 2 choses. Avoir une présence auprès des athlètes, et aussi s'occuper des jeunes
dans les banlieues par la pratique du sport et les encourager à adopter des valeurs que l'on retrouve dans le sport et aussi dans la foi chrétienne, des valeurs de respect de l'autre, des valeurs de respect des règles. Voilà, des choses qui sont basiques mais qui manquent bien souvent auprès des jeunes. Merci infiniment Francis Husson, donc aumônier protestant du village olympique à Saint-Denis, au nord de Paris, d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes en tout 120 aumôniers de 5 religions qui vous partagez ce centre multiconfessionnel dans le village olympique. Vous êtes préparé à l'accompagnement spirituel assez spécifique de ces sportifs de haut niveau, bien sûr. Et je renvoie à une page du journal La Croix de l'édition d'hier, mardi. On peut se trouver encore La Croix. Et puis sinon sur Internet, on le trouve tout simplement, ou on le demande au journal La Croix. Le journal La Croix qui a réalisé hier une page spécifique sur ce centre multiconfessionnel et les aumôniers. Merci Joseph Ruiz de la programmation et de toute l'actualité. C'est pas vous qui êtes le responsable de tout, mais presque. Non. De l'actualité aujourd'hui des JO dans tous leurs états. On se retrouve demain de 12h à 13h. Ce sera bien sûr Christine Bouillot avec les vraies voix des JO ce soir entre 17 et 19 sur Sud Radio. Et puis surtout avant 16h30, puisque nous sommes la radio du rugby, eh bien 16h30, le commentaire du premier match de rugby à 7 avec Antoine Dupont, les Bleus, depuis le Stade de France. Ce sera commenté en direct sur Sud Radio, bien sûr. Je remercie Joseph Ruiz, Amélie Béguin, Maxime Sénat et Jamel Abdelak ce matin qui nous ont permis de réaliser ce 10-13 avec vous tous. Rendez-vous demain matin. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.